Nous allions chez grand-mère. Maman souriait et disait, « Dépêche Théoï, mon cœur. Nous attendons juste ici. » Mais quand je suis sorti des toilettes, notre fourgon avait disparu. Pas de téléphone. Pas de portefeuille. Seulement 8 ans. Au début, j'ai cru que c'était une erreur. Mais ensuite, j'ai entendu ce que la caissière a dit. Et la vérité a bouleversé tout ce que je croyais de ma famille. Cet été-là, quand j'avais 8 ans, maman a chargé notre caisse bleue pour ce qu'elle appelait notre grande aventure dans le Massif central. Nous allions chez grand-mère Élise, un voyage qui faisait toujours pétiller les yeux de maman d'une lueur que je ne pouvais pas vraiment nommer. En y repensant, je me demande si c'était du désespoir. Juste nous deux filles sur la route, a dit maman, jetant ses cheveux châtains par-dessus son épaule tout en fourrant mon sac à dos jaune derrière le siège passager. On va passer le meilleur moment, ma petite Yvonne. Maman était belle d'une manière qui faisait s'arrêter les étrangers pour la regarder. Vive, avec un rire qui éclatait de nulle part comme des feux d'artifice d'été. Elle savait faire des crêpes en forme de dinosaure et connaissait toutes les paroles de toutes les chansons à la radio. Mais il y avait des jours où la lumière s'éteignait en elle, où elle restait au lit jusqu'à l'après-midi, rideau tiré, ou quand elle frottait le sol de la cuisine à 3 heures du matin parce qu'elle n'arrivait tout simplement pas à dormir avec toute cette saleté. Papa était parti depuis 2 ans à ce moment-là. Un matin, il était là, faisant du café dans sa robe bleue, et le lendemain, son côté de l'armoire était vide. Maman parlait rarement de lui, et quand elle le faisait, sa voix prenait une pointe acerbe qui me faisait me recroqueviller. Il a choisi sa liberté plutôt que sa famille, disait-elle, la bouche pincée au coin. Mais nous n'avons pas besoin de lui. N'est-ce pas, Yvonne? J'ai toujours secoué la tête. Même si je regrettais la façon dont papa me poussait sur la balançoire si haut que j'avais l'impression de voler. Nous roulions depuis presque 6 heures quand maman s'est arrêtée à l'aire de repos. C'était l'un de ces endroits qui semblaient exister dans leur propre bulle temporelle, un petit bâtiment avec des distributeurs automatiques, entouré de tables de pique-nique et d'arbres clairsemés essayant de faire de leur mieux pour fournir de l'ombre. Le parking était presque vide, à l'exception d'un semi-remorque et de quelques berlines poussiéreuses. « Dépêche-toi, ma chérie », a dit maman, souriant tout en fouillant dans son sac. Ses ongles étaient peints en corail cette semaine-là, et ils brillaient comme de minuscules drapeaux pendant qu'elle me tendait un billet de 5 €. Nous attendrons juste ici. Nous sommes en avance sur le programme. Je me souviens de la façon dont le soleil tombait sur mes épaules alors que je sautillais vers le bâtiment. De la façon dont les portes automatiques s'ouvrirent avec un sifflement et un souffle d'air conditionné qui me fit frissonner. À l'intérieur, j'ai passé trop de temps à choisir entre des chips et des cookies au chocolat. Finalement, j'ai choisi les deux. Les toilettes étaient propres mais sentaient fortement le nettoyant au citron, et j'ai chanté « Brille, brille, petite étoile » en me lavant les mains, parce que c'est ce que maman m'avait appris à faire pour être sûr de me laver assez longtemps. Quand j'ai poussé les portes vitrées pour retourner au soleil, notre caisse bleue avait disparu. Au début, j'ai cru que je regardais au mauvais endroit. J'ai marché de long en large dans la rangée de places de parking, certaine d'avoir juste oublié où nous nous étions garés. Ensuite, j'ai vérifié derrière le bâtiment, pensant peut-être que maman avait déplacé le véhicule pour une raison quelconque. À chaque pas, mon cœur battait plus vite, ma respiration devenant saccadée, me faisant mal à la poitrine. « Maman » ai-je appelé, ma voix petite dans le vaste parking. « Maman !» J'ai couru vers la zone de pique-nique, me faufilant sous les tables et regardant derrière les poubelles. Peut-être que c'était un jeu, comme le cache-cache auquel nous jouions parfois au parc. Mais maman comptait toujours jusqu'à 10 avant de me chercher. Et j'entendais toujours sa voix m'appeler, se rapprocher de plus en plus jusqu'à ce qu'elle me trouve. Cette fois, il n'y eut que le silence, brisé par le grondement occasionnel d'un camion passant sur l'autoroute. J'ai même essayé d'ouvrir les portes d'autres voitures, pensant que la nôtre avait peut-être été remorquée et que maman attendait dans un autre véhicule. Un homme m'a crié dessus quand j'ai tiré sur la porte de son camion, et j'ai couru vers le bâtiment, les larmes coulant sur mon visage. À l'intérieur, je me suis approché de la caissière, une femme aux yeux fatigués et aux cheveux tirés en queue de cheval serrée. « Ma mère est partie », ai-je dit, les mots se coinçant dans ma gorge. Notre véhicule était là, et maintenant il n'y est plus. La femme a froncé les sourcils, reposant son magazine. « Attendez, votre mère est partie sans vous ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Elle a passé un appel, sa voix basse alors qu'elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Quand elle a raccroché,
elle est sortie du comptoir et m'a conduit dans une petite salle de repos à l'arrière. La police arrive, ma chérie. Ils vont vous aider à retrouver votre mère. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. Mais alors qu'elle se tournait pour me chercher un verre d'eau, je l'ai entendu murmurer à un autre employé, c'est la 3e fois ce mois-ci que quelqu'un laisse un enfant ici. Les mots sont tombés comme des pierres dans le creux de mon estomac. Pas un accident, pas un malentendu. Ma mère m'avait laissé exprès. Je me suis assise sur une chaise en plastique, serrant mon sac à dos contre ma poitrine. Alors que les gens entraient et sortaient, leurs voix se mélangeant en un bourdonnement autour de moi. On me posait des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Mon adresse, mon numéro de téléphone, le nom complet de ma mère. Tout ce à quoi je pouvais penser était le sourire sur le visage de maman quand elle a dit « Nous attendrons juste ici ». Un mensonge. C'était un mensonge. Quand la police est arrivée, ils étaient gentils mais professionnels. Un officier, une femme aux cheveux blonds courts, s'est agenouillé devant moi et m'a parlé d'une voix douce. « Nous allons retrouver votre mère, Yvonne, mais pour l'instant, nous devons vous emmener dans un endroit sûr. » Je ne me souviens pas de grand-chose du trajet jusqu'au poste de police, juste de la façon dont les arbres flous défilaient par la fenêtre et de la façon dont la ceinture de sécurité semblait trop serrée sur ma poitrine. À un moment donné, quelqu'un a trouvé une carte d'identité scolaire déchirée dans mon sac à dos avec mon nom. Yvonne Dubois est le nom de mon école. Pas mon adresse. Pas suffisant. Alors que le ciel s'assombrissait par les fenêtres du poste, je continuais d'attendre le bruit des pneus sur le gravier, que maman défonce les portes avec des explications folles et des excuses larmoyantes. Mais la nuit s'épaississait, et elle n'est jamais venue. La première nuit loin de maman, j'ai dormi dans une petite chambre dans un foyer pour enfants. Le lit avait une couette à fleurs roses qui sentait la lessive, pas le parfum de maman. J'ai gardé mes chaussures toute la nuit, certaine qu'à tout moment la porte s'ouvrirait et que maman serait là, disant « Allons-y, ma petite Yvonne. » Désolé pour le malentendu. Au matin, mes chaussures avaient laissé des traces de terre sur les draps, mais maman n'était pas venue. 2 jours plus tard, j'ai été placé chez Josiane Martin, une mère d'accueil aux cheveux bruns striés d'argent et aux mains qui semblaient ne jamais rester immobiles. Sa maison était nette et petite, avec un jardin à l'arrière où les colibris planaient autour de mangeoires rouges vifs. C'est temporaire, a expliqué Josiane en me montrant une chambre au mur bleu pâle et une étagère remplie de romans pour enfants. Jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose avec votre mère. J'ai hoché la tête, bien que je ne comprenne pas ce qu'il y avait à trouver. Maman avait fait une erreur. Elle allait revenir me chercher. Chaque matin, je me réveillais en pensant que ce serait le jour. Chaque nuit, je restais éveillé, regardant les phares passer sur le plafond, certaine que chaque ensemble appartenait à notre caisse bleue se garane dans l'allée. Dans mes rêves, je courais toujours après le véhicule. Mes jambes trop lentes, ma voix trop silencieuse pour faire en sorte que maman s'arrête et se retourne. Le 5e jour de mon séjour chez Josiane, un assistant social nommé Monsieur Bernard est venu me voir. Il avait des yeux gentils derrière des lunettes à monture fil de fer et me parlait comme si j'étais plus âgé que 8 ans. « Yvonne » a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi sur la balançoire du porche. « Nous avons réussi à contacter votre mère. » Mon cœur a bondi. Elle vient me chercher. La pause avant sa réponse m'a tout dit. Non, Yvonne. Je suis désolé. Elle ne vient pas, mais elle doit, ai-je insisté, ma voix s'élevant. Elle est ma mère. Elle ne me laisserait pas comme ça. Monsieur Bernard a posé doucement sa main sur mon épaule. Parfois, les adultes font des choix difficiles à comprendre. Votre mère nous a dit qu'elle n'était pas en mesure de venir vous chercher pour l'instant. Je me suis éloigné de lui, la colère brûlant derrière mes yeux. Vous mentez. Elle ne dirait pas ça. Mais même alors que les mots sortaient de ma bouche, je me suis souvenu du commentaire de la caissière. La 3e fois ce mois-ci, et un sentiment de froid s'est répandu dans ma poitrine. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis glissé dans le couloir après minuit, attiré par le son de la voix de Josiane. Elle était au téléphone dans la cuisine, le dos tourné à l'entrée. Je sais, mais ce cas est différent, disait-elle. La mère a effectivement parlé à Bernard, notre assistant social, et a simplement refusé. Il y eut une pause. Elle a juste dit, j'en ai besoin dehors. Elle sera mieux ainsi. Tu peux croire ça? Aucune explication. Aucun délai pour revenir. Rien. J'ai dû faire un bruit, car Josiane s'est tournée soudainement,
son visage s'affaissant en me voyant. Elle a rapidement mis fin à l'appel et s'est agenouillée devant moi. « Oh, Yvonne, ma chérie, tu n'aurais pas dû entendre ça. » Mais je l'avais entendu, et les mots résonnaient dans ma tête pendant que Josiane me raccompagnait au lit. « J'en ai besoin dehors. Elle sera mieux ainsi. » Pas, j'ai fait une erreur. Pas, je reviens bientôt. Juste dehors. Comme si j'étais une pièce dont elle pouvait sortir et qu'elle pouvait fermer la porte derrière elle. Dans les jours qui suivirent, je traversais un brouillard. Josiane m'a inscrite à l'école locale, m'achetant de nouveaux vêtements et un sac à dos violet, car il devenait clair que mon ancien ne suffisait pas. Je faisais semblant, levant la main quand on me sollicitait, mangeant à la cantine bruyante, jouant sans enthousiasme à la balançoire pendant la récréation. C'est pendant le déjeuner, environ 2 semaines après mon arrivée, que j'ai rencontré Gabriel Leclerc. Il avait des taches de rousseur sur le nez et un espace entre ses incisives qui se voyait quand il souriait. Il s'est assis en face de moi et m'a poussé son lait au chocolat. « Tu ne parles pas beaucoup ?» a-t-il observé. Moi non plus. Quand je suis arrivé pour la première fois, je l'ai regardé. « Arrivé où ?»« Au foyer. » Il l'a dit de manière factuelle, comme si c'était normal. Ma mère est partie quand j'avais 6 ans. Elle a juste fait sa valise et est sortie pendant le journal télévisé. Je ne l'ai pas revue depuis. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré à ces mots. Voici quelqu'un qui comprenait. Ma mère m'a laissé à une aire de repos, ai-je avoué, les mots étranges dans ma bouche. C'était la première fois que je le disais à voix haute. Gabriel a hoché la tête sans surprise. Les adultes font des trucs bizarres parfois. Ma mère d'accueil dit que ce n'est pas à propos de nous, mais je pense que c'est juste quelque chose qu'ils disent. Pourquoi m'aurait-elle laissé là, ai-je posé la question qui me brûlait de l'intérieur depuis ce jour. Gabriel a haussé les épaules, prenant une bouchée de son sandwich. Parfois, ils pensent qu'on les gêne. Gêne pourquoi? Tout ce qu'ils veulent vraiment faire, je suppose. Il m'a regardé avec une sagesse qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait avoir. Ma mère a laissé un mot disant qu'elle avait besoin de se retrouver, comme si elle s'était perdue quelque part dans notre appartement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que Gabriel avait dit. Étais-je un obstacle pour maman? Avait-elle cherché une occasion de se débarrasser de moi? La pensée m'a rendu malade. Après que Josiane soit allée se coucher, je me suis glissé hors de la maison, n'emportant que mon sac à dos et le billet de 5 € que j'avais encore de ce jour-là. Je ne savais pas où j'allais avant d'être déjà en train de marcher le long de l'autoroute, ma petite lampe de poche projetant un faisceau faible dans l'obscurité. Je retournais à l'aire de repos parce que peut-être, juste peut-être, maman y reviendrait me chercher. Je n'y suis pas parvenu, bien sûr. Une voiture de patrouille routière m'a repéré à moins d'1 kilomètre de la maison de Josiane. L'officier, un homme à la voix grave et aux mains douces, a radiocommuniqué à Josiane avant de me ramener. Elle m'attendait sur le porche, le visage tendu par l'inquiétude. « Ne me fais plus jamais ça », a-t-elle dit, me serrant si fort que ça faisait mal. « Tu me comprends, Yvonne ?» Jamais. J'ai hoché la tête contre son épaule, la honte et la déception me submergeant en égale mesure. Josiane n'était pas en colère, cependant, juste effrayée. Plus tard, alors qu'elle me mettait au lit pour la 2e fois cette nuit-là, elle a remarqué mon sac à dos par terre où je l'avais laissé tomber. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, pointant un coin blanc dépassant de la poche avant. J'ai haussé les épaules. Je n'avais rien mis là. Josiane a soigneusement sorti une enveloppe pliée, légèrement froissée, mais toujours scellée. Sur le devant, d'une belle encre bleue, il y avait mon nom. Yvonne Dubois. L'adresse de retour était pour quelqu'un nommé Étienne Lambert à Chambéry, en Savoie. « Tu sais qui c'est ?» a demandé Josiane, me tendant l'enveloppe. J'ai secoué la tête, la retournant entre mes mains. Le nom me semblait familier, mais je ne pouvais pas le situer. L'écriture n'était pas l'écriture loufoque de maman. « Nous demanderons à Monsieur Bernard demain », a dit Josiane, mais je l'entendais à peine parce que soudain, je me suis souvenu où j'avais entendu le nom d'Étienne. C'était le nom de mon père. L'enveloppe est restée sur ma table de chevet pendant 3 jours avant que je ne trouve le courage de l'ouvrir. Monsieur Bernard avait confirmé ce que je suspectais déjà. Étienne Lambert était mon père, et cette lettre était dans mon sac à dos depuis avant l'aire de repos. Peut-être même depuis avant que nous ne quittions la maison. « Tu veux que je la lise d'abord ?» a proposé Josiane, s'asseyant au bord de mon lit. J'ai secoué la tête, déchirant le rabat avec des doigts tremblants. À l'intérieur,
il y avait une seule feuille de papier pliée proprement en 3. Chère Yvonne, j'espère que cette lettre te trouvera bien. J'ai écrit à l'adresse que j'ai pour toi plusieurs fois, mais je n'ai jamais de réponse. Je ne sais pas si tu reçois mes lettres ou si ta mère te les cache. Je veux que tu saches que je pense à toi chaque jour. J'ai une photo de toi sur mon bureau de ton 5e anniversaire. Tu portes une robe violette avec des papillons. Si tu reçois ceci, et si tu le souhaites, tu peux m'écrire à l'adresse sur l'enveloppe. J'adorerais avoir de tes nouvelles. Avec tout mon amour, papa. La lettre était datée d'il y a 4 mois. Je l'ai lue 3 fois en essayant de comprendre les mots. Papa m'écrivait. Je n'ai jamais reçu une seule lettre et la photo qu'il mentionnait. Je me souvenais de cette robe, je me souvenais de maman la fermant dans le dos et me disant que j'avais l'air d'une princesse. Josiane, ai-je dit lentement. Je pense que ma mère m'a menti. À propos de ton père? L'expression de Josiane était prudente. Qu'est-ce qu'elle t'a dit à son sujet? Qu'il est parti parce qu'il ne voulait plus être avec nous. Qu'il n'a jamais essayé de nous contacter. Josiane a pris doucement la lettre de mes mains. Tu veux lui écrire en retour? J'ai hoché la tête, soudainement désespéré d'en savoir plus. Avec l'aide de Josiane et de Monsieur Bernard, j'ai composé une lettre à cet étranger qui était mon père. Je lui ai raconté ce qui s'est passé à l'aire de repos, à propos de la maison de Josiane, de la façon dont maman m'avait laissé. J'ai demandé s'il avait vraiment écrit d'autres lettres et pourquoi il n'avait pas rendu visite, s'il me manquait autant. 3 semaines plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée avec un cachet de la poste de Savoie. Cette fois, je l'ai ouverte immédiatement. À l'intérieur, il y avait plusieurs pages couvertes d'une écriture inclinée ainsi qu'une poignée de photographies. Sur l'une, un homme grand aux cheveux sableux tenait un bambin sur ses épaules. Moi, ai-je réalisé avec un choc. Sur une autre, le même homme était assis sur un canapé à côté d'une version beaucoup plus jeune de ma mère. Tous deux souriaient à l'appareil photo. Chère Yvonne, je ne peux pas te dire à quel point j'ai été choqué et inquiet en recevant ta lettre. Ta mère m'a dit que vous aviez déménagé en Provence après le divorce. Elle a dit que tu avais besoin d'un nouveau départ loin des souvenirs. J'ai envoyé des lettres à une adresse à Aix-en-Provence ces 2 dernières années, sans jamais comprendre pourquoi je n'avais pas de réponse. Je n'avais aucune idée que tu étais toujours en Auvergne, et je suis horrifié d'apprendre ce qui s'est passé à l'aire de repos. J'ai été en contact avec ton assistant social, Monsieur Bernard, et je prévois de venir la semaine prochaine pour te voir si cela te convient. Pour répondre à tes questions. Oui, j'ai écrit des douzaines de lettres et j'ai essayé de te rendre visite plusieurs fois après le divorce, mais ta mère avait toujours des raisons pour lesquelles ce n'était pas le bon moment. Finalement, elle a obtenu une ordonnance restrictive affirmant que je la harcelais. Je me suis battu devant les tribunaux, mais au moment où cela a été résolu, elle m'a dit que tu avais déménagé. Je n'ai jamais voulu te quitter, Yvonne. S'il te plaît, crois-le. Je te verrai bientôt, papa. Étienne, la lettre m'a laissé plus de questions que de réponses. Je l'ai montrée à Josiane, qui l'a lue avec un froncement de sourcils de plus en plus marqué. C'est très sérieux, a-t-elle dit finalement. Il semble que ta mère t'ait délibérément empêché de voir ton père. Une semaine plus tard, Étienne Lambert est arrivé chez Josiane. Je l'ai regardé par la fenêtre alors qu'il sortait d'une voiture de location, grand et large d'épaules avec les mêmes cheveux sableux que sur les photos, bien qu'avec des mèches grises aux tempes. Mon estomac s'est tordu d'un mélange d'excitation et de peur. Notre première rencontre a été maladroite. Nous étions assis dans le salon de Josiane, Monsieur Bernard présent en tant que superviseur, et nous nous regardions fixement à travers la table basse. Tu as tellement grandi, a dit Étienne, sa voix plus grave que je ne l'imaginais. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'arrivais pas à ma hauteur de genou. C'était quand, ai-je demandé. La dernière fois, son sourire a vacillé. Ton 5e anniversaire. Je t'ai apporté un éléphant en peluche. Tu l'as appelé Pompon. Je me suis souvenu de Pompon. Il était toujours sur mon lit à la maison, ou ce qui était autrefois ma maison. Maman m'avait dit que l'éléphant venait de grand-mère Élise. Tu t'en souviens, a demandé Étienne. J'ai secoué la tête. Maman a dit, je ne t'ai pas vu depuis mes 3 ans. La mâchoire d'Étienne s'est serrée. Ce n'est pas vrai, Yvonne. Je venais te voir chaque fois que ta mère le permettait, ce qui n'était pas souvent. Mais j'étais là pour ton 4e Noël, ton 5e anniversaire, et même ton premier jour d'école. J'ai des photos. Il a sorti son téléphone,
faisant défiler des photos qui prouvaient ce qu'il disait. Me voilà, assise sur ses genoux, ouvrant des cadeaux de Noël. Me voilà, tenant sa main devant un bâtiment scolaire, portant un sac à dos qui semblait énorme sur ma petite silhouette. Je ne comprends pas, ai-je murmuré, les larmes brouillant ma vision. Pourquoi maman a menti? Étienne a soupiré, se passant une main dans les cheveux. Ta mère et moi, notre relation était compliquée. Elle avait toujours peur que j'essaie de te prendre. Plus je me battais pour te voir, plus elle se retirait, donc tu as abandonné. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu. Pas. Étienne s'est penché en avant, ses yeux intenses. Je n'ai jamais abandonné. J'ai demandé la garde partagée après le divorce, mais ta mère s'est battue à chaque étape. Elle a déménagé 3 fois en 2 ans, rendant difficile pour le tribunal d'établir sa compétence. Quand elle m'a dit que tu avais déménagé en Provence, j'ai engagé un détective privé pour te trouver, mais il est revenu les mains vides. Les révélations m'ont frappé comme des coups physiques. Pendant tout ce temps, j'avais cru que mon père nous avait abandonnés. M'avait abandonné, mais c'était maman qui nous avait tenus à l'écart. Au cours des semaines suivantes, Étienne est venu régulièrement. Il séjournait dans un hôtel voisin pendant que son avocat travaillait avec Monsieur Bernard sur les arrangements de garde. C'était étrange de faire connaissance avec cet homme qui était à la fois familier et un parfait étranger. Il aimait le café noir et les films de science-fiction. Il enseignait l'histoire au lycée à Chambéry. Il avait une maison avec un jardin et un chien nommé Pistache. Aimerais-tu venir vivre avec moi, a-t-il demandé un après-midi pendant que nous nous promenions dans le jardin de Josiane. Une fois que tous les papiers seront réglés, je veux dire. J'ai réfléchi à la question. Je connaissais à peine cet homme, mais c'était mon père et il me voulait. Contrairement à maman. Je pense que oui, ai-je dit finalement. Mais qu'en est-il de maman? Elle n'a pas son mot à dire? L'expression d'Étienne s'est assombrie. Ta mère t'a abandonné, Yvonne. Ça change les choses légalement. Mais oui, techniquement, elle a toujours les droits parentaux, à moins qu'elle n'accepte de les abandonner. Il a fallu des mois de bataille juridique. Maman a refusé de céder sa garde malgré ce qu'elle avait fait. Elle ne venait pas me voir, ne me parlait pas au téléphone, mais s'accrochait toujours à l'idée qu'elle était ma mère. Ça n'avait aucun sens. Puis, presque 6 mois après le jour de l'ère de repos, un colis est arrivé pour moi chez Josiane. À l'intérieur se trouvait un album photo avec une note de la main de maman. Tu mérites mieux. Je n'ai jamais été faite pour ça. L'album était rempli de photos de moi grandissant, des fêtes d'anniversaire, des premiers jours d'école, des costumes d'Halloween, mais mélangés à des photos que je n'avais jamais vues auparavant, de personnes que je ne reconnaissais pas. Sur l'une, une femme en uniforme d'infirmière bleue tenait un bébé qui devait être moi, souriant fièrement à l'appareil photo. Qui est-ce? Ai-je demandé à Étienne quand il est venu pour sa visite quotidienne. Il a pris la photo, son expression s'adoucissant. C'est ta vraie grand-mère. Ma mère, Nathalie, elle est décédée quand tu avais 4 ans. Je l'ai regardée avec choc. Mais je ne l'ai jamais rencontrée. Tu l'as fait, a dit Étienne doucement. Plusieurs fois, elle t'adorait. Elle te gardait quand tu étais petite avant le divorce. Encore un mensonge. Maman m'avait toujours dit que mes seuls grands-parents étaient grand-mère Élise et grand-père Paul, ses parents. Elle n'avait jamais mentionné la famille d'Étienne. Il y a plus, a dit Étienne, feuilletant l'album. J'ai un frère aîné, ton oncle Jacques, et il a 2 enfants de ton âge, tes cousins Léa et Maxime. Avec chaque révélation, ma compréhension de ma vie a changé. Ce n'était pas seulement que maman m'avait abandonné à une ère de repos. Elle effaçait des morceaux de mon histoire depuis des années, me coupant de la moitié de ma famille. Pourquoi ferait-elle cela, ai-je demandé, fermant l'album avec des mains tremblantes. Étienne a soupiré. Je voudrais avoir une réponse simple. Ta mère, elle a toujours eu du mal avec sa santé mentale. Après ta naissance, elle a eu une grave dépression postpartum. Elle s'est améliorée, mais il y a toujours eu des hauts et des bas. Ça avait un sens tordu. La maman qui faisait des crêpes dinosaures et chantait à tue-tête était la même maman qui restait parfois au lit pendant des jours ou frottait les sols au milieu de la nuit. La même maman qui souriait et disait « Nous attendrons juste ici », avant de partir pour toujours. 3 jours après l'arrivée du colis, Monsieur Bernard est venu chez Josiane avec une nouvelle. Sabrina a finalement signé les papiers, renonçant à ses droits parentaux. Étienne aurait la garde complète.
Est-ce que cela signifie que je ne la reverrai jamais, ai-je demandé, incertaine si le vide dans ma poitrine était un soulagement ou du chagrin. Ça dépend de toi, a dit monsieur Bernard gentiment. Mais pour l'instant, l'objectif est de t'installer avec ton père. Pendant que nous emballions mes quelques affaires, les vêtements que Josiane m'avait achetés, les livres que j'avais collectionnés pendant mon séjour, l'album photo de maman, je me suis retrouvé à penser à ce jour à l'air de repos. Le goût du soleil et de la peur, l'écho de la promesse de maman, nous attendrons juste ici. Certaines promesses ne sont pas faites pour être tenues. Mais alors que je pliais la dernière chemise dans ma valise, j'ai fait une promesse à moi-même. Je trouverai la vérité dans tous les mensonges qu'on m'avait racontés. Un jour, je comprendrai pourquoi ma mère était partie ce jour-là. Pas pour lui pardonner, mais pour me libérer de la question qui hantait encore mes rêves. Qu'est-ce que j'ai mal fait? La réponse à laquelle je commençais à songer était « rien du tout ». Ces temps passèrent comme l'eau coulant sous un pont. Parfois calme, parfois turbulente, mais toujours en mouvement. À 15 ans, je me suis retrouvé devant le miroir de ma chambre à Chambéry, reconnaissant à peine la personne que j'étais devenue. Mes cheveux étaient plus longs maintenant, mon visage perdait sa rondeur enfantine. Papa, j'ai pu dire facilement maintenant, a dit que je ressemblais à ma grand-mère Nathalie, surtout quand je souriais. Yvonne. Rachel a appelé depuis le rez-de-chaussée. Tu vas être en retard à ta thérapie. J'ai attrapé mon journal et mon sac à dos, dévalant les escaliers de notre maison de ville à 2 étages. La maison n'avait rien à voir avec l'appartement que maman et moi avions partagé. Cet endroit avait des parterres de fleurs débordant de fleurs en été, une balançoire dans le jardin, et des photos de famille tapissant tous les couloirs. Des photos qui m'incluaient. Rachel attendait près de la porte, les clés de voiture pendant à ses doigts. Ma belle-mère depuis 3 ans avait la patience d'une sainte et n'a jamais essayé de remplacer ma mère, quelque chose que j'appréciais plus que je ne pouvais l'exprimer. Désolé, ai-je marmonné, enfilant mes baskets. J'ai perdu la notion du temps. Tu journalises encore, a demandé Rachel alors que nous marchions vers la voiture. J'ai hoché la tête, serrant le livre relié en cuir contre ma poitrine. Docteur Dupont, ma thérapeute, m'avait suggéré d'écrire mes souvenirs, mes sentiments et mes questions. Le journal était devenu mon compagnon constant, rempli de fragments de mon passé et de mon présent, d'essais pour donner un sens aux deux. Le trajet jusqu'au bureau de Docteur Dupont était calme. Rachel ne me poussait jamais à parler, ce qui était l'une des raisons pour lesquelles nous nous étions lentement rapprochés. Contrairement à la série de conseillers et d'assistants sociaux de ma première année avec papa, elle ne m'a jamais traité comme un casse-tête à résoudre. Je viens te chercher dans 1 heure, a-t-elle dit en sortant de la voiture. Peut-être qu'on pourra prendre une glace après. J'ai souri et hoché la tête, appréciant la normalité de l'offre. La glace après la thérapie était devenue notre rituel, un doux contrepoint aux souvenirs souvent amers que je déballais dans le bureau de Docteur Dupont. À l'intérieur, la voix calme de Docteur Dupont guidait notre séance comme d'habitude. Comment as-tu dormi, Yvonne? Mieux, ai-je admis. Seulement un cauchemar cette semaine. Le même? J'ai hoché la tête. Le rêve de l'air de repos ne disparaissait jamais complètement. Dans celui-ci, j'avais toujours 8 ans, courant après notre caisse bleue alors qu'elle s'éloignait, mes jambes bougeant au ralenti comme si je me déplaçais dans l'eau. Et comment vont les choses à la maison avec ton père et Rachel? C'était plus difficile à répondre. Pas parce que les choses allaient mal, bien au contraire. La vie avec papa et Rachel était stable, prévisible, sûre, et c'est précisément ce qui la rendait si difficile parfois. Ils veulent adopter un bébé, ai-je dit finalement. Rachel ne peut pas avoir d'enfant et il parle à une agence d'adoption. Comment te sens-tu à ce sujet? J'ai haussé les épaules, picorant un fil lâche sur mon jean. Bien. Facile. Je veux dire, ce sont d'excellents parents. Ils méritent un enfant qui n'est pas brisé. L'expression de Docteur Dupont est restée neutre, mais ses yeux se sont adoucis. Penses-tu que tu es brisé, Yvonne? Ne le serais-tu pas? Les mots sont sortis plus vivement que je ne le voulais. Ma propre mère ne voulait pas de moi. Elle est partie en voiture et n'a jamais regardé en arrière. Et puis je découvre qu'elle a menti à propos de mon père pendant des années, me tenant à l'écart de toute sa famille. Alors oui, parfois je me sens assez brisé. C'est compréhensible, a dit Docteur Dupont. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose d'important. Ce qui t'est arrivé ne définit pas qui tu es. Les choix de ta mère étaient à propos d'elle, pas de toi.
J'avais entendu cela auparavant de la part de papa, de Rachel, de tous les thérapeutes que j'avais vus depuis l'ère de repos. Parfois, j'y croyais même. Après la thérapie, Rachel et moi avons pris une glace comme promis. Alors que nous étions assises à une table de pique-nique surplombant le lac Léman, mon téléphone a vibré avec une notification. Un message de Gabriel Leclerc, mon ami de cette courte période dans le foyer. Nous nous étions reconnectés via les médias sociaux l'année dernière et avions gardé un contact sporadique depuis. Qui est-ce ? A demandé Rachel, remarquant mon sourire. Juste Gabriel, ai-je dit, tapant une réponse rapide. Il a été accepté dans son premier choix d'université avec une bourse complète. Rachel a hoché la tête avec approbation. C'est merveilleux. C'est l'ami qui est aussi en foyer, n'est-ce pas? Ouais. Il a été adopté par une famille vraiment gentille quand il avait 10 ans. Ils ont déménagé dans le Finistère. J'ai hésité, puis j'ai ajouté, nous parlons beaucoup, tu sais, d'être abandonné, de ce que ça fait. Rachel est restée silencieuse un moment, léchant son cornet de glace pensivement. Est-ce que ça aide de parler à quelqu'un qui comprend de première main? Parfois, c'est la seule chose qui aide. Je l'avoue. Papa et toi, vous faites tellement d'efforts, et je vous aime pour ça. Mais Gabriel comprend sans que j'aie besoin d'expliquer. Cette nuit-là, Gabriel et moi avons discuté par vidéo pendant près de 2 heures. Il avait l'air différent du gamin de 9 ans dont je me souvenais, plus grand avec ses taches de rousseur atténuées et sa voix plus grave. Mais son rire était le même, et il en était de même de la façon dont il ne reculait pas devant les dures vérités. Mon essai d'université portait sur le départ de ma mère, m'a-t-il dit. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu la bourse. Ils sont amateurs de bonnes histoires de traumatisme. J'ai ri malgré moi. Alors, il y a un avantage à l'abandon. L'argent pour l'université. Prends ce que tu peux, a-t-il dit avec un haussement d'épaule. Et toi? Tu as déjà écrit sur ce qui s'est passé? J'ai hésité, puis j'ai attrapé mon journal. En fait, oui. Mon professeur d'anglais a soumis un de mes essais à un concours sans me le dire. Il a remporté la première place dans le département. Pas possible. Comment il s'appelle? Le jour où ma mère a disparu, ai-je dit. Le titre sonne encore étrange sur ma langue. Il sera publié dans le journal local la semaine prochaine. Yvonne, c'est énorme. Le visage de Gabriel s'est illuminé d'une fierté sincère. Tu vas m'en envoyer une copie, n'est-ce pas? J'ai promis que je le ferais, bien qu'une partie de moi était nerveuse à l'idée de mettre mon histoire à la disposition d'étrangers. L'essai ne disait pas tout. Comment le pourrait-il? Mais il révélait assez de mon cœur pour me faire sentir exposé. La date de publication est passée. Mon professeur a souri en me remettant une copie encadrée de la page du journal. Papa et Rachel m'ont emmené dîner pour célébrer. Pendant une semaine, les gens m'ont regardé différemment à l'école, avec curiosité ou pitié, ou quelque chose entre les deux. Puis, 3 semaines plus tard, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit dans une écriture loufoque familière. Tu n'es pas obligé de la lire, a dit papa, le visage tendu par l'inquiétude alors qu'il me tendait l'enveloppe. Mais je l'ai fait. Seul dans ma chambre, je l'ai soigneusement ouverte pour trouver une seule feuille de papier. Chère Yvonne, j'ai lu ton essai. Quelqu'un me l'a envoyé. Tu écris magnifiquement. Je savais que tu le ferais toujours. Tu inventais toujours des histoires. Même quand tu étais toute petite. Je n'écris pas pour me défendre ni pour demander pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable et je le sais. Je voulais juste que tu saches que j'ai lu tes mots et que je comprends ta douleur parce que je l'ai causée. J'étais une fille brisée essayant d'être une mère entière. J'ai échoué. Tu méritais mieux que ce que je pouvais te donner. Tu l'as toujours mérité. Sabrina, pas maman. Juste Sabrina. Comme si elle avait rendu ce titre en même temps que la garde. J'ai fixé la lettre jusqu'à ce que les mots se brouillent, incertaine de ce que je ressentais. La colère, le soulagement, la déception. Après toutes ces années, c'était tout ce qu'elle avait à dire. Quand Rachel a frappé à ma porte pour m'appeler pour le dîner, elle m'a trouvé assise en tailleur sur mon lit, entourée de vieilles photos et de journaux. La lettre, a-t-elle demandé, s'asseyant à côté de moi. J'ai hoché la tête, la lui tendant. Pendant qu'elle lisait, j'observais attentivement son visage. Rachel ne disait jamais de mal de ma mère, n'essayait jamais de la diaboliser ni de l'effacer de ma vie.
Qu'est-ce que tu penses, a-t-elle demandé une fois sa lecture terminée. Je ne sais pas quoi ressentir, ai-je admis. Une partie de moi veut lui écrire et lui dire exactement à quel point elle m'a blessé. Une partie de moi ne veut plus jamais y penser. Rachel est restée silencieuse un moment, puis a dit, tu n'as pas à décider tout de suite, ni jamais. Vraiment? C'est ton parcours, Yvonne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer cela. J'y ai pensé pendant des jours. Qu'est-ce que je voulais de Sabrina? Une explication? Des excuses? Qu'elle souffre comme moi? Finalement, j'ai écrit un seul mot sur une feuille blanche. Pourquoi? La réponse est arrivée non pas dans une lettre, mais dans une enveloppe officielle de l'État. À l'intérieur, il y avait un document légal, une demande de correction d'un certificat de naissance. Mon certificat de naissance. L'amendement changeait mon nom de famille de Dubois à Ashworth. Ashworth. Papa a froncé les sourcils, étudiant le document. C'était le nom de jeune fille de Sabrina. Pourquoi ferait-elle cela maintenant, ai-je demandé. Papa a secoué la tête. Je ne sais pas, Yvonne, mais j'ai l'impression elle efface le dernier lien entre nous. J'ai terminé pour lui. La correction du certificat de naissance semblait être la fermeture définitive d'une porte. Sabrina Ashworth était sortie de ma vie à cette ère de repos il y a 7 ans. Et maintenant, elle retirait légalement la seule chose qui nous liait encore, notre nom commun. Cette nuit-là, j'ai rêvé à nouveau de l'ère de repos. Mais cette fois, je n'ai pas couru après le véhicule. Je suis resté immobile, la regardant disparaître sur l'autoroute. Et puis je me suis retourné et j'ai marché dans la direction opposée. Le jour de mon 18e anniversaire, papa et Rachel m'ont offert une voiture. Une Citroën C3 qui avait été méticuleusement vérifiée pour la sécurité. Avec les clés, il y avait une enveloppe contenant 5 000 €. Pour l'université, a expliqué papa. Ou quoi que tu décides de faire ensuite. J'avais été accepté dans 3 universités, mais je ne m'étais encore engagé envers aucune d'elles. Il y avait quelque chose que je devais faire d'abord, quelque chose que je planifiais depuis des mois. Je veux la trouver, leur ai-je dit par-dessus le gâteau d'anniversaire ce soir-là. Sabrina, j'ai besoin de la voir juste une fois. Le silence qui a suivi n'était ni de la surprise ni de la désapprobation. Il savait que ce jour pourrait venir. Es-tu sûr, a demandé papa finalement. Après tout? J'ai hoché la tête. Pas pour une réconciliation. J'ai juste besoin de réponses. De vraies réponses, pas de ce qu'elle pense qui la fera se sentir mieux quant à ce qu'elle a fait. Alors? A dit Rachel, tendant la main pour prendre la mienne. Nous pouvons. La dernière adresse que nous avions pour Sabrina provenait de l'amendement du certificat de naissance, une petite ville dans le lot. Cet été-là, après l'obtention de mon diplôme, j'ai chargé un sac de voyage dans ma Citroën C3 et j'ai commencé le long trajet vers le sud. Papa aurait voulu venir avec moi, mais j'avais besoin de faire ça seul. La ville était plus petite que je ne l'imaginais, une rue principale bordée de devantures de magasins qui avaient vu des jours meilleurs, entourée de quartiers de maisons modestes et d'immeubles d'appartements. L'adresse de Sabrina m'a mené à un complexe d'appartements en briques de 3 étages appelé les Jardins de la Loire, bien qu'il n'y ait pas de Loire en vue. Je me suis assise dans ma voiture de l'autre côté de la rue pendant près d'1 heure, rassemblant le courage d'entrer. Que dirais-je si je la voyais? Et si elle refusait de me parler? Et si elle n'était même plus là? Finalement, j'ai traversé la rue et je suis entré dans le bâtiment. Pas de bureau de sécurité, juste un répertoire de noms à côté d'une rangée de boîtes aux lettres. Ashworth n'était pas listé. Tu cherches quelqu'un? Je me suis tourné pour trouver un homme âgé avec un petit chien en laisse qui me regardait curieusement. Je cherche Sabrina Ashworth, ai-je dit. Elle a peut-être vécu ici récemment. L'homme a secoué la tête. Je ne connais pas d'Ashworth. J'habite ici depuis 15 ans. Je connais presque tout le monde. Mon cœur s'est effondré. Une autre impasse. Mais alors que je me tournais pour partir, une femme descendant les escaliers s'est soudainement arrêtée. As-tu dit Sabrina, a-t-elle demandé. Femme grande, cheveux bruns, discrète. J'ai hoché la tête avec empressement. C'est elle. Eh bien, elle habitait ici. Elle habite toujours ici, a dit la femme. 3e étage, appartement 3C, mais elle se fait maintenant appeler Wilson, pas Ashworth. Elle travaille la nuit au dîner sur la grande rue. Wilson.
Encore un changement de nom. Il semblait que Sabrina changeait constamment d'identité comme de vieux manteaux. Vit-elle seule, ai-je demandé. La femme a haussé les épaules. Autant que je sache, je n'ai jamais vu personne d'autre entrer ou sortir. Elle est calme. Ne parle pas beaucoup aux gens. Je l'ai remerciée et je suis parti, mon esprit s'emballant. Sabrina était ici, juste à l'étage, mais il n'était que 14 heures. Si elle travaillait la nuit, elle pourrait dormir. Ou peut-être qu'elle était sortie. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de temps pour digérer. J'ai réservé une chambre dans un motel à la périphérie de la ville, me jetant de l'eau froide sur le visage pour essayer de calmer mes nerfs. Puis j'ai conduit jusqu'à la grande rue et j'ai trouvé le dîner, un établissement chromé et au néon qui semblait ne pas avoir changé depuis les années 1950. Sabrina Wilson, a confirmé l'hôtesse quand j'ai demandé. Oui, elle travaille ici. Service de nuit, 22h à 6h. Elle est là depuis environ 3 ans maintenant. 3 ans. Pendant que je commençais le lycée en Savoie, apprenais à conduire, postulais pour des universités, Sabrina était ici, servant du café au milieu de la nuit. J'ai passé le reste de la journée à conduire sans but dans la ville, essayant d'imaginer la vie de ma mère ici. Ce n'était rien comme le quartier de banlieue où nous avions vécu en Auvergne, ni la ville de son enfance dont elle avait parlé de visiter le jour où elle m'a laissé. Qu'est-ce qui l'avait amené dans cet endroit? Qu'est-ce qui la maintenait ici? À 23h30 cette nuit-là, je suis retourné au dîner. La foule du dîner s'était amenuisée, ne laissant que quelques camionneurs au comptoir et un couple dans une banquette au coin. Et la voilà, Sabrina, se déplaçant entre les tables avec une cafetière, ses cheveux tirés en queue de cheval. Elle avait l'air plus âgée que je ne m'en souvenais, avec de fines rides autour des yeux et de la bouche. Plus mince aussi, mais la façon dont elle bougeait était la même. Cette énergie agitée que j'avais héritée d'elle. Je me suis glissé dans une banquette à l'arrière, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Quand elle s'est approchée avec un menu, son regard était fatigué et impersonnel. « Un café ?» a-t-elle demandé, sans vraiment me regarder. « Oui, s'il vous plaît » ai-je dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. Elle a versé la tasse et a commencé à s'éloigner. « Sabrina » ai-je dit doucement. Elle s'est figée, puis s'est lentement retournée. Ses yeux ont rencontré les miens, la confusion cédant la place à la surprise, puis à quelque chose comme la peur. Yvonne, a-t-elle murmuré, la cafetière tremblant dans sa main. J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers la boule dans ma gorge. Je reviens tout de suite, a-t-elle dit, sa voix tremblant. Elle s'est dirigée rapidement vers la cuisine, disparaissant par les portes battantes. Pendant un terrible moment, j'ai pensé qu'elle pourrait s'enfuir par la porte de derrière. Mais quelques minutes plus tard, elle est revenue, se glissant dans la banquette en face de moi. Ses mains tremblaient alors qu'elle les posait à plat sur la table. « Tu as tellement grandi » a-t-elle dit, ses yeux parcourant mon visage comme si elle le mémorisait. « Tu as l'air bien. » « Je vais bien, ai-je dit. »« Pas grâce à toi. » Elle a eu un sursaut mais n'a pas protesté. « Ton père, il prend soin de toi. Papa et Rachel, ma belle-mère, ils sont formidables. » J'ai pris une gorgée de café pour me reprendre. Ce sont eux qui m'ont appris ce que sont des parents. Sabrina a hoché la tête, ses yeux tombant sur la table. Je suis contente que tu mérites ça. Ce que je méritais, c'était une mère qui ne m'abandonne pas à une ère de repos, ai-je dit, les mots perçants avec des années de douleur refoulées. Ce que je méritais, c'était la vérité sur mon père et ma grand-mère et toute la famille que tu m'as cachée. Tu as raison. Sa voix était à peine audible. Je ne peux pas défendre ce que j'ai fait. Alors explique-le, ai-je exigé. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour des excuses. Je veux savoir pourquoi. Sabrina est restée silencieuse si longtemps. J'ai cru qu'elle ne répondrait pas. Quand elle a finalement parlé, sa voix était creuse. J'avais peur de devenir ma mère, a-t-elle dit. Toute ma vie, je l'ai vue disparaître dans des bouteilles, dans les bras des hommes, dans sa propre obscurité. Elle disparaissait pendant des jours, parfois des semaines. J'ai pratiquement élevé mon petit frère à partir de l'âge de 10 ans. Elle tordait une serviette en papier entre ses doigts, la déchiquetant lentement. Quand je t'ai eu, j'ai juré d'être différente. Mais ensuite la dépression est arrivée, les attaques de panique, les jours où je ne pouvais pas sortir du lit. Et je te voyais, si parfaite, si confiante, et je pensais, je vais la gâcher,
comme ma mère m'a gâché. Alors tu m'as juste laissé. C'était ta solution. L'amertume dans ma voix m'a surprise moi-même. J'étais en train de me désagréger, a dit Sabrina, rencontrant mes yeux. Ce jour-là, en allant chez ma mère, j'ai eu un moment de clarté. J'ai réalisé que je te conduisais vers le même cycle de dommages qui m'a façonné. Et j'ai pensé, Dieu, ça semble si tordu maintenant. J'ai pensé que te laisser te sauverait. De quoi? De moi. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. De devenir moi. D'apprendre à attendre la déception. À accepter le chaos comme normal. À croire que l'amour vient toujours avec des conditions. J'ai laissé ces mots s'installer. Je me suis souvenu des sautes d'humeur, des accès d'énergie imprévisibles suivis de jours de léthargie. Des signes que j'étais trop jeune pour reconnaître. Tu aurais pu te faire aider, ai-je dit finalement. Tu aurais pu demander à papa de me prendre pendant que tu suivais un traitement, Étienne, a-t-elle soupiré. Je me suis convaincu qu'il était l'ennemi, qu'il t'enlèverait s'il savait à quel point j'étais brisé. C'était plus facile de le tenir à l'écart que d'admettre que j'échouais. Et maintenant? J'ai fait un geste vers le dîner. Qu'est-ce que c'est? Ta pénitence. C'est ma vie, a-t-elle dit simplement. Petite, calme, gérable. Je prends mes médicaments. Je vois un thérapeute. Je travaille la nuit parce qu'il y a moins de gens à gérer. Je ne me fais pas confiance pour plus que ça. J'ai senti la colère qui m'avait animé pendant des années commencer à changer. Pas disparaître, mais changer de forme. Pas le pardon. Je n'étais pas sûr de jamais l'atteindre, mais peut-être la compréhension. J'ai passé 10 ans à me demander ce que j'avais fait de mal, ai-je dit, ma voix se brisant. Qu'est-ce qui t'a fait me laisser là? Sabrina a tendu la main à travers la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. Tu n'as rien fait de mal, Yvonne. Tu étais trop, dans le meilleur des sens. Trop brillante, trop aimante, trop digne d'une mère entière. Je n'étais pas prête à être ce dont tu avais besoin. J'ai hoché la tête, des larmes brouillant ma vision. J'ai sorti mon essai de mon sac et je l'ai posé sur la table entre nous. Je l'ai écrit, ai-je dit, à propos de ce jour. À propos de tout ce qui a suivi. Puis-je le garder, a-t-elle demandé timidement. J'ai hoché la tête, me levant. J'avais dit ce que j'avais à dire, entendu ce que j'avais à entendre. Ce n'était pas vraiment une clôture, mais c'était quelque chose, une vérité sur laquelle je pouvais bâtir. Au revoir, Sabrina, ai-je dit, posant de l'argent sur la table pour le café. Yvonne, a-t-elle appelé alors que j'atteignais la porte. Attends, elle s'est précipitée au comptoir et a parlé brièvement au gérant, qui a hoché la tête et a disparu dans l'arrière-boutique. Il est revenu avec une boîte en carton, que Sabrina m'a apportée. Mike la garde pour moi, a expliqué Sabrina. Au cas où tu viendrais me chercher. La boîte contenait des dessins, des dizaines d'entre eux. Des chefs-d'œuvre à la craie de mon enfance, chacun soigneusement conservé. Des dessins de maisons avec des bonhommes souriants, des arcs-en-ciel, des papillons. Mon nom imprimé en lettres tremblantes en bas de chaque page. Tu les as gardés, ai-je demandé, la gorge serrée. Je n'ai pas pu te garder, a-t-elle dit doucement. Mais j'ai gardé chaque morceau de toi que j'ai pu. J'ai pris la boîte et je suis sorti sans regarder en arrière. Dans ma voiture, je me suis assise longtemps à regarder les dessins, la preuve que j'avais été aimé autrefois, aussi imparfaitement que ce soit. Alors que je m'éloignais de cette ville, de Sabrina, je me sentais plus légère d'une certaine manière. Pas guérie. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais libérées du poids de l'ignorance. Elle n'était pas partie parce que je n'étais pas assez. Elle était partie parce qu'elle ne se suffisait pas à elle-même. Et c'était une vérité avec laquelle je pouvais vivre. Tu es sûr de ça, a demandé Gabriel, étudiant le manuscrit sur la table entre nous. À 25 ans, nous avions tous deux fait un long chemin depuis les enfants que nous étions. Gabriel terminait ses études de droit, se concentrant sur le droit de la famille et la défense des enfants. J'avais mon diplôme en psychologie et un emploi dans un centre pour jeunes travaillant avec des enfants en placement familial. Je suis sûr, ai-je dit, passant mes doigts sur la page de titre. Évanouie, ce qu'elle a laissé derrière elle. Mon mémoire avait commencé comme une thérapie, un moyen de traiter tout ce qui s'était passé depuis ce jour à l'ère de repos. Mais quelque part en cours de route, il était devenu quelque chose de plus, un message pour les autres qui avaient été abandonnés.
L'éditeur veut savoir si tu gardes le premier chapitre tel quel, a dit Gabriel, feuilletant la page d'ouverture. J'ai hoché la tête, lisant les mots que je connaissais par cœur. Nous roulions vers chez grand-mère. Maman a souri et a dit, dépêche-toi, ma chérie. Nous attendrons juste ici. Il m'avait fallu des années pour pouvoir écrire ces mots sans pleurer. Maintenant, ce n'était que le début d'une histoire qui m'appartenait entièrement. Papa et Rachel avaient été mes plus grands soutiens tout au long du processus d'écriture. Ce n'est pas seulement ta guérison, avait dit Rachel. Cela va aider tant d'autres personnes. Le livre a été publié un mardi en avril. Dès jeudi, il figurait sur la liste des best-sellers régionaux. Dès la semaine suivante, je recevais des courriels de lecteurs de tout le pays. Des personnes qui avaient été abandonnées, des personnes qui avaient abandonné, des personnes qui travaillaient avec des enfants pris dans les conséquences. Un mois après sa publication, j'ai été invité à parler dans un foyer pour jeunes à Lyon. Debout sur le podium, regardant les visages d'enfants et d'adolescents qui avaient été abandonnés de diverses manières, j'ai senti un cercle se refermer. L'abandon n'est pas la fin de votre histoire, leur ai-je dit. C'est un chapitre terrible et douloureux, mais il ne peut pas définir le reste du livre. Après la conférence, une fille aux yeux tristes et aux tresses en désordre s'est approchée de moi avec hésitation. Ma mère m'a aussi quitté, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Elle a dit qu'elle allait au magasin. C'était il y a 2 ans. Je me suis agenouillé à son niveau, voyant la douleur de ma propre enfance se refléter dans son visage. Je suis désolé que cela te soit arrivé, ai-je dit. Mais je veux que tu saches quelque chose d'important. Tu n'es pas la seule. Elle a hoché la tête, ses petites épaules se détendant légèrement alors que je la serrais dans mes bras. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé que cette connexion avec d'autres qui comprenaient était le but qui était né de ma douleur. La tournée du livre m'a emmené à travers le pays dans des foyers, des écoles et des centres de thérapie. Et enfin, de retour en Auvergne, à cette même aire de repos qui avait tout changé. Elle avait l'air différente maintenant, rénovée, modernisée avec un petit café où se trouvaient les distributeurs automatiques. Mais le banc à l'extérieur était le même, ou du moins suffisamment similaire à celui où j'avais été assise à attendre un véhicule qui n'est jamais revenu. J'ai placé une copie de mon livre sous celui-ci, la calant soigneusement contre le pied métallique. Un message silencieux à quiconque pourrait en avoir besoin. Tu n'es pas oublié. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à Chambéry, jusqu'à la maison qui était devenue mon foyer. Papa et Rachel attendaient sur le porche, le petit Léo gambadant entre eux sur des jambes instables. Mon petit frère, adopté il y a 2 ans, n'avait pas de mon sang, mais tout mon cœur. Comment c'était, a demandé papa alors que je montais les marches. Y retournait. Guérisseur, ai-je dit, prenant Léo dans mes bras quand il s'est tendu vers moi. Comme fermer une porte qui est restée ouverte trop longtemps. Sur mon bureau à l'étage, une nouvelle photo de famille. Papa, Rachel, Léo et moi lors de son premier anniversaire. Aucune de la tension ou de l'incertitude qui avait marqué mes photos d'enfance, juste de la joie, simple et sans arrière-pensée. À côté, il y avait une pile de lettres de lecteurs et mon ordinateur portable ouvert sur une ébauche de mon prochain livre, Guide pour travailler avec les enfants abandonnés, puisant à la fois dans mon expérience personnelle et ma formation professionnelle. Je n'avais pas eu de nouvelles de Sabrina depuis cette nuit au dîner. Je ne savais pas si elle avait lu mon livre ou si elle le lirait un jour. Au final, cela n'avait pas d'importance. Son chapitre dans ma vie était écrit. Le reste de l'histoire m'appartenait. Alors que je m'installais sur ma chaise et commençais à taper, j'ai pensé à cette petite fille de 8 ans debout sur le parking d'une aire de repos, regardant son monde s'éloigner. Elle n'aurait pas pu imaginer cet avenir, cette force, ce but, cette paix. Elle m'a laissé à une aire de repos, mais je ne suis pas resté là. Je me suis éloigné, le récit à la main. Vous êtes-vous déjà demandé quelle cicatrice vous portez de ceux qui sont censés vous protéger? Si le voyage d'Yvonne a touché quelque chose en vous, likez cette vidéo. Abonnez-vous pour plus d'histoires de survie. Et souvenez-vous, votre pire chapitre ne doit pas être votre fin.